5, 4, 3, 2, 1, go. Bienvenue dans ce journal à la une dans l'affaire du meurtre d'un jeune Nigérian. Les habitants de Djamalai 3 restent inquiets pour leur sécurité. Les autorités, ils interpellent les autorités. Vidéo de Grand Yoff, le procureur fait la leçon aux jeunes filles. Les diffuseurs risquent 6 mois de prison avec sursis. Législative 2012, les transporteurs veulent doubler les politiques. Ils ont concocté une liste indépendante pour défendre les intérêts du secteur en coalition avec les commerçants à l'hémicycle. Brevet de fin d'études moyen, le casse-tête des 2 sessions des enseignants fustigent la décision de l'État. C'est le focus de ce soir avec comme invité le porte-parole du QSEMS, Abdoulaye Ndoye. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'incontournable démarre comme d'habitude avec l'actualité. Mame Fatou Ndoye, bonsoir. Bonsoir Fatou. Alors, à une semaine de l'anniversaire du M23, des manifestations sont annoncées par les acteurs. Tout à fait, un mouvement né de cette date historique, avec des membres qui faisaient face ce matin face à la presse pour décliner leur programme, entre autres activités prévues, un rassemblement populaire à la place de l'Indépendance et une marche vers la place Soweto. Luntine, coordonnateur du M23, est au micro de Fatima Kébé. Les élections législatives sont des élections d'enjeux politiques extrêmement importantes aujourd'hui au Sénégal et que massivement les Sénégalais doivent se lever pour aller voter pour un nouveau Parlement, pour une autre façon d'exercer bien sûr sa responsabilité de parlementaire au Sénégal. Nous lançons un appel tout à l'heure à l'ensemble des têtes de liste pour qu'au cours de cette campagne électorale, qu'ils prennent bien sûr l'engagement, dès qu'ils seront élus députés à l'Assemblée nationale, de voter une loi d'amnistie pour les manifestants qui ont été détenus à partir des événements du 23 juin. Alors, Kaolack sous un nouveau jour, après le Conseil des ministres décentralisé. En tout cas, les populations kaolackoises peuvent afficher leur confiance puisqu'au sortir de ce Conseil des ministres décentralisé, Macky Sall a annoncé un ensemble de projets destinés à redorer le blason économique de la région, entre autres projets, la réhabilitation du port et la construction d'une université. Nous écoutons le président de la République au micro de Daniel Diouf et Mokhama. D'importantes mesures ont été prises. J'ai décidé en effet de la création de l'université du Sine Saloum de Kaolack, l'USSK. Nous avons décidé aussi en Conseil des ministres de rechercher des moyens urgents pour la reconstruction du grand marché central de Kaolack, ainsi que l'étude pour la mise en œuvre du port de Kaolack, c'est-à-dire sa réhabilitation à combiner avec le port sec. Également l'importante mesure que le Conseil a prise concernant l'accompagnement des jeunes dans l'acquisition de vélos-taxis, et des missions et instructions ont été données au ministre en charge des infrastructures et du transport. Il y a énormément d'autres mesures, mais je pense que l'important a été encore une fois de rapprocher le gouvernement des populations. Il n'en reste pas moins que cette délocalisation du Conseil des ministres dans les régions suscite polémique et débat. Les détracteurs du pouvoir s'interrogent sur son intérêt, ils dénoncent gaspillage et campagne électorale déguisée. Pourtant, à Kaolack, les restaurateurs et hôteliers disent s'être frottés les mains et demandent la pérennisation de ce genre d'événement. Daniel Diouf Mokhama. Pour cette restauratrice et ce vendeur d'objets d'art dans un hôtel, la décentralisation du Conseil des ministres à Kaolack a gonflé les chiffres d'affaires. Nous avons eu beaucoup de clients, on touche du bois. Cette délocalisation nous a été bénéfique depuis l'annonce de sa tenue à Kaolack. Dans cette auberge, comme dans tous les autres établissements d'hébergement, on a affiché le plein. Ici, un conseil des ministres régulièrement organisé à Kaolack n'importune pas.
Pour les retombées financières, bon, on a un peu de fonds parce que depuis ces 2 jours-là, on était au plein sur toutes les chambres qu'on a ici par rapport aux autres journées. Bon, vraiment, ça nous arrange ces genres de trucs là. On souhaite que ça se répète toutes les semaines ou tous les 2 semaines par mois. Nous avons été confrontés à des problèmes de place. Même nos clients réguliers, nous n'avons pas pu les loger. Dieu merci. À mon avis, la délocalisation du Conseil des ministres est une bonne chose pour la région. On souhaiterait même que ça se répète. Sur l'intérêt de délocaliser cette réunion hebdomadaire gouvernementale, le porte-parole du gouvernement a rejeté les accusations de gaspillage financier et de campagne électorale déguisée. L'argent qui a été dépensé pour ce Conseil des ministres est revenu à l'économie de Saint-Louis. L'argent qui est dépensé aujourd'hui dans les hôtels, dans l'alimentation, revient aux populations de Kaolack, à l'activité économique de Kaolack. Non, je ne crois pas que ce soit une campagne électorale déguisée. On aurait pu penser que c'en est une si c'est une mesure qui a été prise ou annoncée pendant la campagne électorale ou à l'approche de la campagne électorale. Le gouvernement sénégalais, malgré toute critique, entend pérenniser l'initiative. Une promesse de campagne du candidat de la coalition Macky 2012. Et puis sa mission à l'ambassade de Washington est bel et bien terminée. Son adhésion à l'Alliance pour la République de Macky Sall n'y aura rien changé. Nous parlons de Fatou Daniel Diagne, désormais le nouvel ambassadeur du Sénégal auprès de Barack Obama, et Cheikh Niang, ancien conseiller aux affaires étrangères. Ce diplomate a déjà séjourné à New York en tant que consul général du Sénégal. À noter que Babacar Ba sera le nouvel émissaire de Macky Sall auprès de l'émir Cheikh Khalifa bin Zayed en remplacement de Abdourahmane Diop. Abdoulaye Baldé va bientôt dévoiler le nom de sa future formation politique. Le choix entre l'UCR, Union citoyenne pour la République, ou UCS, Union centriste sénégalaise. Abdoulaye Baldé annonce la fin de son compagnonnage avec Bokk Gis Gis à la fin des législatives, même si leur objectif commun est d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Abdoulaye Baldé, interrogé par Chérif Dia. On est en train de réfléchir. On a d'abord 2 propositions. La première, c'est Union citoyenne pour la République. Mais on est en train de voir s'il n'y a pas un nom comme ça. Vous savez, il y a une floraison de partis au Sénégal. Le deuxième nom, c'est Union centriste sénégalaise, donc, parce que nous serons un parti du centre. Mais la réflexion est en train de se poursuivre au niveau des cadres du parti, qui sont des jeunes très dynamiques et qui sont en train de me proposer. Et je demandais à tout le monde, aux États-Unis, au Sénégal, tous ceux qui avaient des idées par rapport à ça, de bien vouloir les verser dans la corbeille. Parce que j'ai créé le parti. En fait, je suis en train de créer. J'ai donné l'idée du parti. Mais je pense qu'il ne m'appartient plus. Il appartient à tout le monde. Et je pense que la réflexion est tout à fait lancée. Et que toutes les idées seront les bienvenues. Je suis beaucoup qui c'est juste pour les... C'est une coalition pour les législatives. Après ça, à partir du 2 juillet, je suis libre. Donc, par conséquent, je suis en train de me battre pour la construction de mon parti. Mais pour l'instant, l'objectif vraiment, c'est de travailler dans le Bokk. On ne sait pas maintenant si on ira ensemble aussi pour les sénatoriales. Vous savez que juste après, au mois d'août, il y a les sénatoriales. Et puis Fatou, pour terminer, controverse autour de la nomination de Mounir Roussi au poste de directeur général du BSDA. En conférence de presse dans les locaux du Bureau sénégalais des droits d'auteur, Mounir Roussi a évoqué des affabulations d'une certaine presse. Le nouveau directeur général du BSDA décide également de faire payer les droits d'auteur aux télévisions, radios et hommes politiques qui vont animer leur campagne électorale avec des titres d'artistes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce jour. C'est à vous, Mafatou, que nous retrouverons tout à l'heure pour la page des sports. Mesdames, Messieurs, suite de l'incontournable, c'est l'inquiétude affichée au quartier Djamalaye 3 après le meurtre d'un jeune Nigérian. La victime a été éjectée d'un taxi mercredi dernier à quelques mètres des cimetières de Dakar Yoff. 48 heures après ce crime, les riverains de la zone Nord-Foire sont toujours dépassés par l'événement. Retour sur les lieux du drame avec Dissa Prera et Mardia. Endroit précis que Kingsley a été éjecté d'un taxi mercredi dernier. C'est vers les coups de 15 heures qu'un taxi roulant à vive allure, à bord duquel se trouvaient 2 individus, s'est subitement garé avant de balancer le corps du Nigérian agonisant à quelques mètres du mur du cimetière. D'après li ñu wax nee nañ
D'après les témoignages, la victime a été battue à mort avant d'être éjectée du taxi. Il y avait 3 personnes à bord. Very, very painful thing that we lost one of our brothers. Ça nous fait de la peine d'avoir perdu un des nôtres. Et jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Ce que nous avons vu, c'est juste un taxi qui s'est arrêté avec 2 individus à bord. Ils ont juste ouvert les portières et balancé Kingsley hors de la voiture. Il était presque mort. Une fois qu'on est arrivé sur les lieux, avant même de savoir ce qu'il fallait faire, il a rendu l'âme. Chez ses compatriotes et frères d'église, l'inquiétude reste le sentiment le plus partagé. Les paroissiens du ministère évangélique du Bonadjis appellent les autorités à renforcer la sécurité de leurs lieux de culte et des alentours. La sécurité de ce pays doit être renforcée. Nous sommes des Nigérians, des étrangers, par conséquent, nous avons besoin de protection. Même son de cloche chez les habitants de Djamalaï 3 Nord Foire. Je ne parle pas seulement pour Djamalaï, Nord Foire, mais tout le pays doit être sécurisé afin que nos sœurs, mères et frères puissent vaquer librement à leurs occupations. En tout, pour nous, la sécurité est capitale. La victime était âgée de 30 ans, mariée et père d'un garçon. Aujourd'hui, plus que jamais, Djamalaï 3 Nord Foire exige davantage de sécurité, car ce quartier réputé pour son calme devient de plus en plus un repère de malfaiteurs. Merci Adissa Prera. Poursuite judiciaire dans l'affaire des filles de Grand Yoff. 6 mois de prison avec sursis. C'est la peine que risquent les supposés diffuseurs de la vidéo des lesbiennes du dit quartier. Jeudi, ils ont comparu au tribunal des flagrants délits pour diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs. C'est un récit de Marie-Christine Mandy. À l'exception d'Anabas, toutes les actrices de la vidéo érotique ayant fait le buzz à Grand Yoff se sont présentées au tribunal des flagrants délits. Elles ont défilé devant la barre, non en tant qu'accusées, mais en qualité de témoins. Le procès aura duré plus de 3 tours d'horloge et après plusieurs interrogations, que de rebondissements dans cette affaire. Ainsi, il est avéré que l'une des actrices serait responsable de la diffusion pour avoir envoyé à un des supposés diffuseurs qui à son tour l'a transféré à d'autres personnes. La défense, pour sa part, s'insurge. Selon elle, c'est la bande à Anabas qui devrait être poursuivie plutôt que les diffuseurs. Les mises en cause, au nombre de 5, seront fixées sur leur sort le 19 juin. Ils sont accusés de diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs. En attendant leur jugement, le substitut du procureur, lui, parle déjà de 6 mois avec sursis. En prélude au scrutin législatif de ce 1er juillet, des transporteurs et commerçants concoctent une liste indépendante dénommée Dego Soukeli Transport ak Commerce, comprenait en quintessence Ensemble pour le développement du commerce et du transport. À la tête de cette coalition, le syndicaliste Alassane Doy, ce dernier souligne que désormais les intérêts de ses camarades seront défendus à l'hémicycle. Reportage Fatou Bintou Konté, Diafaraba. Désormais, les commerçants et les transporteurs vont avoir leurs propres représentants à l'hémicycle. Une liste indépendante issue de leur rang a été mise sur pied avec à sa tête un homme du sérail. Les transporteurs ont confiance en moi. C'est peut-être par rapport à mon comportement et ma manière de les défendre. Je me suis toujours battu au niveau syndical pour les transporteurs du Sénégal. Je les ai toujours défendus, quelles que soient les difficultés. Avec ces élections législatives, cette entité du secteur informel sénégalais compte défendre ses propres intérêts dorénavant à la place Soweto. Je vais aller à l'hémicycle pour défendre mes camarades, les difficultés qu'ils ont rencontrées et du fait qu'ils n'ont personne pour les défendre à l'Assemblée nationale. Désormais, nous allons prendre en charge nos maux. Pour son baptême de feu dans la politique, Alassane Doy reste confiant, même s'il avoue que ce n'est pas facile. C'est un peu dur cette campagne, mais j'essaie de m'y faire car j'ai un peu l'habitude. En liste pour ces élections législatives, la liste indépendante Dego Soukeli Transport ak Commerce compte jouer sa partition pour le développement du transport au Sénégal durant ces 5 prochaines années.
Rebonsoir, Mme Fatou Ndoye. Alors, la page des sports, du foot et encore du foot. Hein? Oui, que du foot. Avec d'abord les dames, le Sénégal qui joue sa place qualificative demain devant le Maroc. Une rencontre prévue à 16h au stade Demba Diop. Les Lions de l'Atlas espèrent obtenir bien sûr leur qualification aux dépens des Sénégalaises. Ils se disent fin prête. Reportage Chersadi Boudiara, Khalingay et Dissa Frera. Le Maroc va attaquer, c'est l'option annoncée par le sélectionneur des Lions de l'Atlas à l'issue de leur entraînement ce vendredi. Son équipe est fin prête pour le match de samedi. Récupérer toutes les joueuses qui étaient blessées au Maroc parce que juste après le match, on avait beaucoup de blessures. Même il y a des joueuses qui ont passé 10 jours avec les biquets. Mais maintenant ça va, tout va très bien. Avec la meilleure façon de défendre, c'est d'attaquer. On va essayer de marquer pour qu'on assure notre victoire, Inch'Allah. Les 21 joueuses marocaines ont juste effectué un réveil musculaire à Demba Diop. L'état du terrain est déploré, même si la confiance est de mise pour une qualification. L'état du terrain, c'est inacceptable. C'est pas un terrain là où on va jouer un match international. On connaît bien le style de jeu des Sénégalaises. On a préparé et je pense qu'on va faire un bon résultat, Inch'Allah, demain. Du côté des Lions de l'Atlas, l'état d'esprit est au beau fixe. Elles espèrent avoir plus de réussite qu'au match aller. L'état d'esprit il est bon, on vient ici pour essayer justement de repartir avec la qualification. On vient se préparer sur le terrain du match justement pour avoir un petit peu nos marques. Et puis sinon au niveau de l'ambiance ça se passe bien. C'est vrai que le match aller on n'a pas eu de réussite. Maintenant je pense qu'on a encore plus travaillé pour essayer de concrétiser nos actions offensives et puis en espérant repartir avec la qualification bien évidemment. Le Maroc prône l'union sacrée pour une qualification au Sénégal. Coup d'envoi de la rencontre samedi 16h au stade Demba Diop. L'entrée sera libre et gratuite. Dissa Frera, merci. On parle encore football avec le démarrage des playoffs ce week-end. Dimanche à 17h30, Niar Italie affronte le Casasport au stade Demba Diop et au stade Fodé Wade de Saly. Les Diambars reçoivent l'US Ouakam. Parmi les équipes justement qualifiées pour ces playoffs, celle de Diambar qui attire les sponsors, une récompense de la rigueur de sa gestion. C'est du moins la pensée de Saher Seck, président de cet institut Diambar, interrogé hier par Chertidiane Diao à l'occasion de la présentation du nouveau maillot des Diambars. Rigoureuse est un des éléments. Sans rigueur, sans transparence, il n'y a pas de possibilité de se faire accompagner par des entreprises sérieuses. Or, quand vous voyez aujourd'hui la belle brochette d'entreprises qui nous accompagnent, dont 2 banques, quand vous connaissez les éléments de gestion et la rigueur de la gestion de ces banques, vous comprendrez que si la gestion de Diambar était une nébuleuse, il n'y aurait aucune possibilité effectivement de les attirer. Ceci dit, il y a aussi une organisation et de la gestion. Et puis pour terminer cette page sport, l'Euro 2012 comme tous les soirs, alors à l'occasion du match Ukraine-France, l'invité surprise a été un violent orage qui a dû interrompre d'ailleurs le match. D'ailleurs les 22 acteurs ont dû retourner au vestiaire au bout de 5 minutes de jeu. 1 heure après, la partie a repris et c'est la France qui s'est imposée devant l'Ukraine 2-0 avec un but notamment de Yohan Cabaye. En ce moment, l'Angleterre affronte la Suède et les deux équipes sont à égalité à 15 minutes de la fin de la partie, 1 but partout. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive. Naïfatou, bon week-end. Merci à vous aussi, Fatou Ndoye. Bon week-end. Brevet de fin d'études moyens pour l'année 2012. Les 2 sessions continuent de susciter des réactions mitigées. Si les candidats se réjouissent du nouveau calendrier, certains membres du corps professoral fustigent cette décision du gouvernement. Pour eux, la démarche risque de ne pas tout simplement profiter aux élèves. C'est le focus de ce soir, signé Maïmouna Ndiaye et Alun Ndiaye. Le nouveau calendrier du BFM continue d'alimenter les débats. Au CM Abdoulaye Matarin Diop, l'on s'inquiète sur le choix des 2 dates retenues. Les 2 sessions du BFM s'imposent, véritablement. Parce que pour cette année scolaire, nous avons eu donc des établissements qui ont fonctionné normalement et des établissements qui n'ont pas du tout fonctionné, ou bien qui ont fonctionné donc à mi-temps. Disons donc depuis le 7 décembre 2011 jusqu'au 25
avril, les établissements, beaucoup d'établissements au niveau donc de Dakar, du Sénégal, étaient donc en grève de par les professeurs du QSEMS. Le 9 août qui avait été retenu ne nous arrangeait pas parce que nous sommes un établissement qui effectivement a connu un fonctionnement normal. Toutefois, les élèves estiment qu'ils ont le droit de faire les 2 sessions. C'est mieux que l'année blanche ou l'année invalide. Comme on peut, parce que si on choisit de faire une année blanche ou une année invalide, on sacrifie. Alors que nous, on a passé tout notre temps à étudier. Si les autres n'ont pas pu avoir une année scolaire complète et qu'on fasse une section seulement, ça pourrait avoir des inconvénients sur certains élèves. Mais comme il y a 2 sections, nous qui sommes l'école Mathurin Diop, nous avons eu à terminer presque notre programme. Les écoles privées aussi ont terminé leur programme. Donc je pense que les 2 sections, la création de 2 sections est essentielle. Un contexte qui demande une meilleure organisation. Les établissements qui n'ont pas fonctionné, je pense qu'il faut effectivement qu'ils aient un examen qui ne soit pas donc à la même date que les établissements qui ont fonctionné. Et ils ont effectivement droit à 2 sessions. Une session pour les établissements qui ont bien fonctionné et une autre session pour les élèves qui n'ont pas fonctionné. Il faudrait que les établissements qui n'ont pas fonctionné soient recensés par les autorités donc, du ministère de l'Éducation, de par les inspections départementales d'éducation nationale, les lycées qui ont un premier cycle, et au niveau donc de l'inspection d'académie, pour que ces établissements puissent faire la session qui est la session du mois de novembre. Les épreuves du BFM sont prévues le 25 juillet pour la première session et le 9 novembre pour le second. Reste à savoir si les candidats seront au rendez-vous. Maïmouna Ndiaye, merci. Et pour compléter ce focus que vous venez de suivre, nous recevons sur ce plateau Monsieur Abdoulaye Ndoye. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes le porte-parole du QSEMS, plus de 2 mois après la décision du gouvernement d'établir ces 2 sessions du BFM. On est en train d'assister à 2 poids, 2 mesures concernant cette question. Alors, les enseignants, de votre côté, vous êtes en train de fustiger la démarche du gouvernement. Pourquoi cette réticence? Je vous remercie, madame. Je voudrais d'abord, avec votre permission, saluer tous les enseignants du moyen secondaire, saluer les acteurs du système éducatif et le peuple sénégalais. En effet, il y a une démarche unilatérale. Le QSEMS n'a pas été associé à cette prise de décision. Le QSEMS n'a pas été impliqué. Le QSEMS n'a pas été consulté. Nous avons été mis devant le fait accompli. Alors qu'il fallait prendre des mesures qui rassurent aussi bien les enseignants, les élèves, les parents et tous les acteurs du système éducatif. Lorsque le QSEMS a décidé de manière courageuse, patriotique, en tenant compte de tout, d'un ensemble de facteurs, de suspendre son mot d'ordre et de reprendre les enseignements en mettant à l'aise tout le monde, on s'attendait à l'ouverture de négociations le 28 mai. Parce que le gouvernement avait pris cet engagement moral devant le peuple sénégalais. Afin qu'on puisse discuter de toutes les questions, d'abord de la plateforme du QSEMS, qui a fait l'objet de cette crise pendant 4 mois, et ensuite aller vers des assises nationales sur l'éducation et la formation pour faire un diagnostic sans complaisance du système éducatif sénégalais. Mais il n'en est rien. Il n'y a pas eu de négociation. Donc, si le gouvernement propose un nouveau calendrier scolaire, sans consulter le QSEMS, sans impliquer le QSEMS, sans discuter avec le QSEMS, nous, on ne peut pas assumer les conséquences qui découleront de ce nouveau découpage. Alors là, on peut parler de déficit de communication. Oui, en Afrique, les entreprises échouent parce qu'il y a un déficit communicationnel. Je crois que si le gouvernement avait respecté ses engagements, parce que le gouvernement avait dit devant le peuple sénégalais, devant la nation entière, que nous allons démarrer les négociations le 28 mai, ça tout le monde le sait, ils ne l'ont pas fait. C'était l'occasion, non seulement de revisiter la plateforme du QSEMS, d'étudier, de discuter de manière sincère et franche autour de cette plateforme, mais également d'aborder la question
du découpage, du calendrier, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui prendre des mesures dans le système éducatif sans pour autant discuter avec les enseignants qui sont un élément central dans le dispositif de l'éducation. Mais là, on peut retenir que vous êtes devant le fait accompli pour accompagner en tout cas la démarche du gouvernement. 900 heures de cours par an, c'est le quota en tout cas qui est l'idéal, même au plan international. Aujourd'hui, on assiste quand même à un déficit par rapport à ce quantum horaire. Que proposez-vous pour résorber ce gap? Ce que nous avons déjà envoyé une correspondance. À travers cette correspondance, nous avons émis des réserves. Parce que les conditions de participation des élèves aux 2 sessions ne sont pas claires. Nous n'avons pas été associés, nous n'avons pas été impliqués, nous n'avons pas été consultés. On pensait qu'avec les négociations, on allait mettre toutes ces questions sur la table. Où est-ce que c'est flou? Je vais prendre l'exemple d'un candidat. Oui. S'il passe la première session, s'attend-il à repasser pour la 2e session, par exemple? Est-ce que c'est clair? Vous savez, madame, nous, à notre niveau, nous avons une démarche cohérente et logique. On a suspendu, le gouvernement s'est engagé à ouvrir des négociations le 28 mai. Ils n'ont pas respecté leurs engagements. Le gouvernement a proposé un calendrier scolaire sans nous consulter, sans nous impliquer. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, si ce calendrier pose problème, s'il y a des problèmes au niveau de la faisabilité, nous ne sommes pas responsables. Le seul et unique responsable, c'est le gouvernement qui a rompu la négociation avec le CUSEMS et qui n'a pas respecté ses engagements. Monsieur Ndoye, au-delà de votre position, avez-vous quand même des propositions à peut-être soumettre à l'État pour avancer ensemble, pour sauver ce qui est sauvable, hein? Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais pour pouvoir sauver quelque chose et faire des propositions, il faut être autour d'une table. Toutes les guerres se terminent autour d'une table. Nous ne sommes pas en guerre, nous étions en grève. Donc vous n'êtes pas sûr d'accompagner ces 2 sessions, si on vous entend bien? Mais le CUSEMS a fait preuve de courage, de bonne volonté et de patriotisme, madame. Vous avez vu à travers le monde un syndicat qui a fait 4 mois de grève, qui a suspendu, qui ont signé un protocole d'accord. Parce que dès l'entente de notre grève, nous avons dit, pour le peuple et pour les institutions internationales, que le CUSEMS ne veut pas d'une année blanche. Et lorsque le gouvernement a refusé de prendre un engagement de principe, nous n'avons pas demandé de l'argent illico presto. Nous avons demandé un engagement de principe. Vous savez, monsieur Ndoye, que devant toutes ces grèves répétitives qui ont fini par ruiner le prestige de l'école sénégalaise, qui est coupable? Le gouvernement ou les syndicats de l'enseignement, qui sont déjà accusés d'ailleurs par le pouvoir d'antipatriotique? Que répondez-vous à cela? Le combat du CUSEMS est un combat de sens, madame. Je vais vous dire aujourd'hui. On vous accuse d'être antipatriotique. Je dis notre combat est un combat de sens. Est-ce que vous savez, madame, si on continue à ce rythme, il n'y aura plus de professeurs de mathématiques. On ne pourra plus enseigner les sciences au Sénégal. Pourquoi? Est-ce que vous savez, oui? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui enseignent, c'est des jeunes courageux qui n'ont pas été formés en mathématiques, qui ont un diplôme d'économie qu'on a transformé en professeurs de mathématiques. Est-ce que vous savez, madame, que ceux qui tiennent les classes de terminale en philosophie, c'est des diplômés en sociologie? Alors, comment allez-vous séparer et livrer de la bonne graine? C'est pourquoi nous avions dit, au-delà de la plateforme du CUSEMS, qu'il faut discuter dans la sincérité et la bonne foi. Aujourd'hui, il faut faire un diagnostic sans complaisance du système éducatif. Aller vers des assises de l'éducation et de la formation, des assises inclusives. Tous les partenaires de l'école doivent s'asseoir autour d'une table, qu'on puisse identifier les maux de l'école, pour aller vers une pacification de l'espace scolaire. Je crois que c'est la solution aujourd'hui. Il faut trouver une solution structurelle, éviter les solutions de façade et les solutions conjoncturelles. J'y ajoute, madame, que nous avons été scandalisés quand nous avons entendu dans la presse le rapport de la Banque mondiale faisant état de 54 milliards qui sont payés à 5000 agents fictifs dans l'éducation. Nous avons dit, et là nous interpellons son Excellence, le président Macky Sall. Je crois qu'il est urgent que toute la lumière soit faite sur cette question. Parce qu'on ne peut pas accepter que des enseignants se battent pour l'équité, pour la justice, pour la revalorisation et la réhabilitation de la fonction enseignante. Au même moment qu'on prenne des milliards, 54 milliards multipliés par 10, madame,
c'est 500 milliards. Multiplié par 12, c'est 600 milliards. Nous exigeons illico presto que toute cette question soit faite. Je vous remercie, madame. Voilà, c'est nous qui vous remercions, M. Abdoulaye Ndoye, je rappelle, qui est le porte-parole du CUSEMS. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de l'incontournable. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés pour la réalisation de ce journal. À demain, Inch'Allah.